Bonjour tout le monde, enchantée d'être ici. Merci encore de votre participation. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine étape de ce qu'on vient d'entendre dans la partie minéraux-critique. On va parler de l'électrification de la mobilité. Et avant de rentrer dans le sujet, je vais inviter nos participants de s'introduire. Eric et Cindy, je vous donne la parole pour l'introduction. Après toi, Cindy. Les dames d'abord, comme on dit. Donc, bien enchanté tout le monde. Cindy Valence, vice-présidente exécutive et chef de la direction développement durable pour Sayona. Donc, ça me fait plaisir de faire partie d'une équipe comme Sayona qui est actuellement le premier producteur de concentré de lithium en Amérique du Nord. Donc, ça me fait plaisir de partager le panel avec Eric et avec Christine. Parfait. Moi, c'est Éric Desaulniers, président fondateur de Nouveau Monde Graphite. Ce que l'on fait chez Nouveau Monde Graphite depuis 12 ans, rapidement, c'est développer le plus important et le plus avancé vertical pour produire du matériel d'anode pour les batteries lithium-ion. Fait que ça veut dire construire une mine avant tout part de la mine, et aussi les unités de transformation à Bécancour. La mine est située à Saint-Michel-des-Saints, 2 heures au nord de Montréal. Et la transformation à Bécancour pour transformer le produit vers le matériel d'anode qui est demandé par les producteurs de batteries lithium-ion. Excellent. Bon, rentrons dans le sujet. Quand nous regarde l'électrification de mobilité, on regarde toute la chaîne de valeur. Et si on commence tout au début, je pense que vous deux êtes très bien positionnés de commenter là-dessus. Tout commence avec les minéraux critiques dont on a besoin pour faire les batteries, mais aussi d'autres composantes des véhicules électriques. Alors, la disponibilité de ces minéraux est très importante. Et ça veut dire aussi qu'il faut bâtir une chaîne de valeur accessible, éthique et propre. Comment est-ce que le secteur privé et gouvernemental peuvent garantir une chaîne d'approvisionnement durable et éthique pour ces minéraux critiques et qui sont essentiels sur l'adaptation des véhicules électriques? Je sais pas, Eric, si tu veux. Ouais, non, c'est d'une complexité infinie. Tu sais, c'est infini la complexité qu'on a devant nous. Au lieu de vendre un véhicule avec un réservoir vide, comme nos constructeurs d'automobiles avaient l'habitude de faire, maintenant c'est un réservoir plein de complexité infinie. Fait que c'est-à-dire, je connais notre entreprise depuis 12 ans, c'est une complexité infinie, démarrer un projet de zéro, découvrir un gisement, découvrir qu'il faut transformer ce gisement-là vers le matériel d'anode. Je suis persuadé que c'est la même chose du côté de la cathode, mais je connais moins cette infinie complexité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que plusieurs infinités de complexité, ça donne quand même une infinité de complexité. C'est pas plus compliqué. Il faut commencer à quelque part. Il faut le faire. Parce que maintenant, le réservoir, qu'il soit plein de minéraux critiques, c'est mieux pour l'environnement. On le vide pas à chaque plein, hein. Fait que c'est ça qu'on fait. Mais il faut le remplir d'électricité. Fait qu'il faut que notre distribution d'électricité puis notre production d'électricité soit au rendez-vous pour être en mesure de remplir ce réservoir de minéraux critiques-là. Puis il faut s'assurer que chacun des développements des minéraux critiques se fasse correctement. Puis il y a quelque chose qu'on va avoir besoin de beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Parce que développer juste le graphite que je connais, par exemple, nous, c'est un projet de 1,4 milliard canadien, très similaire à ce que Rio Tinto a annoncé hier. On voit le genre d'ampleur de projet qu'on a besoin pour chacune des différentes composantes. C'est seulement pour environ 1,5 million de véhicules électriques. Fait que si un jour, en Amérique du Nord, on veut que les 15 millions de voitures vendues soient électriques, ça va être au-delà de 20 milliards d'investissements juste pour la petite poudre de graphite. Fait que ça va être encore plus, je pense, parce que ça va être bien plus cher du côté de la cathode. Fait qu'il y a énormément d'investissement qui est nécessaire, puis tout le monde va avoir un certain retour. Fait que l'enjeu que je vois le plus important, c'est réellement alentour de l'accès aux capitaux, puis s'assurer qu'on comprend l'impact financier de faire cette transition-là correctement. Puis en même temps, je poursuis un peu sur cette ligne-là. Vous parlez de chaîne d'approvisionnement, chaîne de valeur, durabilité. Comment le gouvernement, les entreprises privées peuvent se mobiliser justement pour accélérer puis implanter de façon durable cette chaîne de valeur-là. Bien, c'est clairement dans notre capacité à se mobiliser, à former un écosystème. Puis le panel précédent l'a très bien positionné également. Donc, une des valeurs également qu'on a ici au Québec, c'est justement, puis on l'a mentionné tout à l'heure, ils l'ont mentionné tout à l'heure, à l'égard d'une énergie verte.
durabilité, tous les critères ESG, comment qu'on s'assure de rendre notre chaîne de valeur à travers, puis il y a plusieurs parties prenantes qui sont après se mobiliser dans cet écosystème-là pour rendre cette chaîne-là acceptable. Quand on parle de critères ESG, juste pour faire un petit parallèle avec notre organisation, on a beaucoup réfléchi à savoir qu'est-ce que les parties prenantes s'attendent d'une organisation minière, à la fois Nouveau Monde, Sayona, peu importe les entreprises dans les métaux critiques et stratégiques, qui devraient être considérées comme des leaders, justement, au niveau de la transition énergétique à travers leurs activités courantes. Donc, on a envoyé des sondages à plus de 650 personnes, plusieurs catégories, 14 catégories, Premières Nations, le Board of Directors, certainement, les employés, tous nos suppliers, bref, un maximum de parties prenantes, leur demander qu'est-ce que vous vous attendez d'une entreprise comme nous. À 78%, ils nous ont dit, on s'attend si vous prenez un rôle de leader. Wow, OK. Les expectations sont assez importantes. Donc, de là, pour une entreprise qu'on vient tout juste, ça fait quoi? Même pas 1 an et demi qu'on a relancé les opérations de lithium Amérique du Nord, un site qui était acquis par les Chinois, qu'on a acquis en septembre 2021, puis qu'on a relancé, qui est présentement en production. Ça l'amène à revoir comment qu'on peut définir ces paramètres-là pour que, en tant qu'acteur, dans les premiers maillons de la chaîne de valeur au Québec, on puisse fournir un approvisionnement durable. Donc, c'est intéressant parce que la voix du client ou la voix de la partie prenante est venue directement dicter notre ligne puis notre positionnement stratégique à l'égard de notre stratégie ESG. Donc, quand on parle de durabilité, chaîne de valeur, puis on invite vraiment, là, je pense que chacune des parties prenantes de l'écosystème à mieux comprendre les attentes à la fois les investisseurs puis également les communautés aussi environnantes. Parfait, merci. Pour faire un autre lien avec le panel qu'on vient d'entendre, c'est sur le rôle du Québec et du Canada. On parle souvent des chaînes d'approvisionnement locales. Par contre, quand on regarde le monde de la batterie, par exemple, encore 70% à peu près des batteries sont produites en Chine, dépendant de l'étape, mais à peu près 50% des composantes sont encore fabriquées en Chine et une grande partie des minéraux critiques aussi sont transformés là-bas. Comment est-ce que on devrait se positionner ici au Québec pour mettre ça ensemble? On a quand même entendu que le Québec est positionné très, très bien pour capturer la chaîne de valeur au complet, mais on a encore un bout de chemin à faire. Alors, dans quelle mesure est-ce que Québec est bien positionné pour devenir un leader dans l'industrie des véhicules électriques en développant une chaîne d'approvisionnement complète et en tirant parti de ses ressources et aussi de peut-être bâtir sur des entreprises comme vous pour attirer les talents, pour attirer les investissements et pour, à la fin, servir un marché qui est en croissance massive? Oui, effectivement. Quelque chose qui m'impressionne à chaque fois, c'est pas réellement la transition énergétique qui est le défi. C'est de réaliser la transition énergétique sans les Chinois, puis de le faire tout ici. Parce que les Chinois, si on regarde l'économie chinoise depuis les 10 dernières années, ils ont investi des centaines de milliards pour en arriver aujourd'hui à avoir des véhicules électriques qui sont accessibles à la majorité des gens en Chine. Fait que le défi qu'on a, je suis persuadé, si je demandais ici dans la salle, qui veut acheter un auto électrique? Ben, tout le monde lèverait la main, vous n'avez pas le choix, là, tu sais, parce que la transition énergétique. Déjà, oui. Mais là, considérant les prix des véhicules électriques, il y a très peu d'options en bas de 50 000 $. Fait que c'est pas accessible à tout le monde. Mais si je vous disais, qui va acheter un véhicule électrique à 10 000 $, là, tout le monde lèverait la main 100%. Fait que, mais on peut pas faire ça parce qu'on peut pas avoir de concessionnaire BYD ou de concessionnaire. On veut pas que les Chinois nous amènent le véhicule ici. Fait que c'est ça mais si on ouvrirait un concessionnaire de véhicules chinois à Montréal, ça se vendrait. Mais là, on veut tout construire le supply chain pour le faire ici. C'est ça le défi. C'est de construire, mais on veut pas de projet minier tant que ça. Mais il faut le faire de manière durable, puis s'assurer que l'acceptabilité sociale est au rendez-vous, parce que oui, on veut construire nos véhicules ici, être résilients nous-mêmes, on veut le faire de manière durable, environnementalement correcte, c'est essentiel, mais tout ça, c'est des défis qui demandent encore plus de coordination de la part des gouvernements, encore plus de capitaux de la part des marchés des capitaux,
qui, nos marchés des capitaux, demandent des retours sur l'investissement. Fait qu'il est réellement là l'enjeu, c'est de développer des emplois bien rémunérés, parce qu'il faut qu'ils soient bien rémunérés, parce qu'il faut qu'ils achètent des véhicules électriques qui sont bien plus chers. Fait que c'est un peu ça, à chaque jour, je me pose la réflexion, comment qu'on peut se positionner correctement dans le futur pour que nos communautés puissent avoir accès à ces véhicules électriques-là et avoir des emplois qui sont performants. Mais de réaliser, tu sais, c'est une infinité de complexité, mais on va y arriver. On a la R&D, on a les gisements, hommage à la géologie qu'on a au Québec, fantastique, mais de réaliser toute cette chaîne de valeur-là, tout en offrant toujours un produit au bout de la ligne qui est compétitif avec les autres juridictions de la planète pour arriver à ce que toute notre société puisse avoir accès à la transition énergétique et non pas une élite. Ça va être ça un peu le défi qu'on a sur 10 ans. Bon. Oui, puis en même temps, c'est un peu contradictoire puisque, bon, on veut produire un minerai vert qui va être destiné à la transition énergétique, l'électrification des transports, puis minimiser l'impact carbone que nous avons sur la planète. Mais en même temps, il n'y a pas d'infrastructure encore qui est en place. Donc, le minerai qui part pour aller se transformer de la première, deuxième, après ça, les méthodes de batterie, bon, puis après ça, les souliers, etc. Il y a du back and forth qui se fait dans plusieurs pays. Donc là, c'est ça qui est intéressant de voir avec le positionnement de la chaîne de valeur batterie ici au Québec. C'est cet écosystème-là qu'on va être capable de transformer sur place, localement, développer notre propre expertise. Puis clairement, au niveau de l'industrie minière, le Québec est déjà très bien positionné. On a déjà une expertise reconnue mondialement. Mais là, c'est justement quand on va aller au niveau des technologies à la fois pour la deuxième transformation, ce qu'on va produire dans notre cas ici du carbonate ou de l'hydroxyde, qui va servir carbonate pour les appareils électriques, téléphones, ordinateurs, ou l'hydroxyde véhicules, peu importe. Donc, c'est cette expertise-là qu'on a besoin d'aller chercher. Puis, on a cette capacité-là aussi à développer nos régions. Donc, ça, il y en a présentement, on a un pôle en Abitibi-Témiscamingue, puis on en a un autre pôle en Yoichi-Bay-James. Donc, comment qu'on peut avoir cette capacité-là d'influencer puis de développer nos talents pour qu'on se développe notre propre expertise aussi à la fois la deuxième transformation? Clairement, la technologie n'est pas encore disponible ici au Québec. Donc, avec qui qu'on veut s'arrimer? Un partenaire gagnant-gagnant qui peut à la fois venir investir ici au Québec pour venir accroître nos capacités, peu importe socio-économique, talent, expertise, etc. Puis en même temps, nous faciliter puis accélérer le développement justement de cette chaîne de valeur-là. Donc quand tu parlais tout à l'heure, Éric, de multitude de complexités, oui, effectivement, il y a plusieurs éléments. Puis dans la rapidité qu'on veut aller, il faut vraiment se mobiliser puis penser ensemble. Comment chacun va pouvoir prendre un bout de chemin pour développer ça, puis avoir cette sensibilité-là fine de se dire, on ne peut pas développer ça chacun dans notre silo. On doit se mobiliser parce que c'est l'ensemble qu'on va pouvoir être capable de bâtir puis de réussir ça, puis que à la fois avec des projets miniers, puis clairement, s'il n'y a pas d'infrastructures minières, s'il n'y a pas de projets miniers qui sont soutenus par différents programmes, bon, les écologos vers le développement minier durable qui nous permettent de s'assurer de faire les choses correctement, pas juste parce que c'est le protocole, le standard, parce que c'est notre volonté d'affaires, c'est notre volonté de faire des affaires. Donc, clairement, s'il n'y a pas ces projets-là, bien là, il va peut-être manquer un petit bout de chemin pour amener l'approvisionnement dans sa finalité ici au Québec. Non, absolument. Nous, quand on regarde les différents sites en termes d'attractivité, on regarde 5 choses. On regarde les coûts, on regarde le talent et le know-how, on regarde l'accès à l'énergie verte, on regarde l'accès au marché en amont, alors les minéraux critiques et accès au marché de distribution de consommateurs. Le Québec est quand même bien sur 4 sur les 5, sauf les coûts. Ça me rend à la prochaine question. C'est ce qu'on voit se passer beaucoup dans les différents marchés. C'est des programmes gouvernementaux, notamment pour aussi traverser un petit peu cette problématique de coûts. On voit le IRA aux États-Unis, le Green Deal en Europe, le budget canadien qui couvre ça aussi. De votre point de vue, est-ce que le Canada et le Québec font assez pour traverser cette problématique de coûts, et qu'est-ce que vous souhaitez un petit peu d'avancer dans le futur? Je pense que les coûts, si on le divise en 2 grandes catégories, il y a les coûts de capitaux initiaux, les CAPEX, effectivement, sont outrageusement plus élevés qu'en Chine et plus élevés que la moyenne des pays occidentaux.
Les OPEX, par exemple, les coûts d'opération sont très compétitifs grâce à notre énergie abordable, grâce à l'accès à nos minéraux qui sont très près de l'endroit où on veut les transformer. Donc, au niveau, quand on regarde notre entreprise en particulier, je connais moins encore le côté de la cathode, mais l'anode, on va être très résilient au niveau des coûts, un peu de la même façon que les alumineries sont très résilientes au niveau des coûts d'opération. Mais s'il fallait reconstruire les alumineries une après l'autre, on en aurait des annonces d'1,4 milliard à toutes les semaines. Ça coûterait énormément d'argent de reconstruire nos alumineries. Fait que nous, il faut la construire, l'opération. Fait que c'est là les coûts en capitaux, c'est là qu'il faut travailler. Puis je pense que c'est ça que nos gouvernements sont excellents en ce moment. Poussé peut-être un peu par l'oncle Sam avec l'IRA, effectivement, mais il y a eu une belle réaction du gouvernement fédéral ici avec un crédit d'impôt à l'investissement de 30% pour les minéraux critiques éligibles. Donc, nous, c'est un impact direct, très important dans nos négociations avec nos clients batteries qui, oui, ont besoin ils comprennent qu'il faut qu'ils paient un certain premium par rapport à la Chine. Mais c'est quoi le premium? C'est 50, 75%? Non, là, on est aux alentours de 30%. C'est acceptable grâce au crédit d'impôt à l'investissement du fédéral et grâce au grand support légendaire d'Investissement Québec ici au niveau provincial aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements ont bien compris que pour qu'on puisse compétitionner et qu'on puisse offrir un prix à long terme qui est compétitif, il faut qu'ils nous aident au niveau des crédits d'impôt à l'investissement. Il y a un coût à donner comme société pour construire ces capacités-là. Mais il faut s'assurer, nous, comme industriels, que ça va être résilient à long terme, qu'on n'aura pas besoin de subventions gouvernementales à long terme. Puis moi, j'étais le premier, je regardais toujours, tu sais, souvent on entend les annonces de subventions, puis on dit pourquoi ils ont besoin de subventions, puis voyons donc. Mais quand on est dans les chiffres puis qu'on regarde la compétitivité, c'est très important que nos gouvernements donnent un petit effort pour pallier à cette compétitivité au niveau des coûts en capitaux initiaux. C'est surtout là, nous, qu'on a un besoin. Puis en parallèle également, on fait juste souligner le programme des métaux critiques et stratégiques du MRNF, donc Madame la sous-ministre Nathalie Camden et son ministère, qui apporte justement ce type de programme-là pour venir favoriser, mieux comprendre, développer toujours des nouvelles ressources en matière d'exploration. Donc ça, c'est des programmes qui sont très, très porteurs. D'autres programmes, considérant les coûts, effectivement, que développer une nouvelle économie, une nouvelle industrie, ça a des coûts importants. Le gouvernement, puis on le voit, là, les différents programmes de subvention qui favorisent des projets collaboratifs qui vont servir pour tous, pour que tout ce qui se développe puisse être profitable pour les autres compagnies qui veulent développer cette industrie-là. Donc, c'est très intéressant de ce point-là, de ce point de vue-là. Donc, on peut avoir les universités, les centres de recherche, les associations, des organismes, un industriel, une PME qui vont se mettre ensemble pour penser à se dire comment qu'on peut développer un projet quand on sait que ça s'en vient, puis sous forme de projets structurants, puis on avance. Puis, dans ma vie antérieure, avant Sayona, j'étais en développement international, puis on accompagnait les entreprises, les fournisseurs miniers à l'international, puis on s'était posé la question, puisque là, on est pas mal un peu dans le contexte 4.0, là, aujourd'hui, avec l'industrie minière, l'automatisation, l'autonomisation, l'interopérabilité, etc., puis il y avait un compétiteur qu'on voyait comme pays, bien entendu, la Suède puis la Finlande. On s'est toujours dit, puis on le voit là, ils sont avancés. Epiroc, Sandvik, avec les technologies, tout avec les connectivités. Puis comme organisation, pour l'organisation de laquelle je représentais, on s'est dit, bien on va aller voir qu'est-ce qui se fait en Suède. Puis on était à peu près dans les années 2017, 2018, quand vraiment le 4.0 commençait à partir un peu. Puis on s'est dit, ils sont pas si avancés. Dans le fond, c'est dans la capacité de s'être mis ensemble. Ils ont laissé les barrières de se dire, t'es mon compétiteur, puis se sont dit, tiens, pourquoi qu'on travaille pas ensemble? Voici notre carré de sable, on veut développer une technologie, on sait que l'industrie s'en va là, on sait que ça va réduire les coûts et des contextes de main-d'œuvre, ça. Comment qu'on peut faciliter ça? Donc, c'est ça qui est à prévoir là, présentement au Québec. Puis, pour nous, bien, Sayona, c'est une manne intéressante parce qu'on veut créer les projets avec nos gens, on veut créer les projets avec les écosystèmes. Puis Éric, clairement, juste avec ton projet de Caterpillar électrique, tu as une multitude de parties prenantes également qui sont autour de ça. Donc, on a plusieurs concepts justement qu'on peut utiliser comme entreprise pour venir accélérer à la fois la chaîne, accélérer également les développements des technologies, puis s'assurer surtout, quand on est dans des projets comme ça en amont, dans les débuts,
bien, faisons les choses de la bonne façon. Parce qu'on pourra pas, après ça, virer puis prendre une autre direction. Assurons-nous que ce qu'on implante dès maintenant, on l'a pensé, on l'a réfléchi, puis on l'a développé avec le milieu pour que ça puisse perdurer à la fin. Absolument. Quand on parle des annonces d'investissement majeurs, on a vu aussi certaines annonces dans la partie downstream, tout ce qui est comme au-delà de l'industrie minière. Nos analyses montrent quand même que à peu près 65 à 80% de la valeur est dans le downstream. Alors, pour une région comme le Québec, ça serait quand même important d'aller en avant et se positionner partout. Par contre, aujourd'hui, on voit quand même qu'on est tout au début. Dans la majorité des minéraux, 90% est encore exporté pour faire la valorisation ailleurs. Par contre, avec les annonces, on a quand même un optimisme que ça s'en vient ici. Comment est-ce que le Québec pourrait attirer davantage des joueurs downstream? Ça peut être des gros, des petits, pour vraiment bâtir cet écosystème dont vous parlez. Downstream, les batteries ou les utilisateurs de batteries? Je commencerai avec les batteries et après on parler de l'assemblage des véhicules. Ouais. Ben, en ce moment, quand on regarde l'Amérique du Nord, il y a un clair paradoxe que je sais pas ça va finir par une augmentation du coût des matières premières, c'est assuré. Le paradoxe est le suivant. J'ai fondé Nouveau Monde il y a 12 ans. On a découvert le gisement en 2014-2015, puis depuis 2015, n'importe qui suit notre entreprise et voit que de la découverte d'un gisement jusqu'à la mise en production, qui va se faire probablement en 2026, c'est impossible de le faire plus vite que 10 ans. J'ai essayé, j'essaye fort à tous les jours. Ça se fait pas plus vite que 10 ans. Fait que développer une mine, c'est complexe. Il faut s'assurer qu'on respecte l'environnement, mais qu'on comprend aussi comment l'eau circule de manière dans l'eau souterraine, comment que la fosse va s'effondrer ou pas. C'est pas juste construire un bloc avec des équipements à l'intérieur qui reçoivent des matières premières comme une usine à batterie. Une usine à batterie, c'est 18 mois à construire. C'est un copier-coller. On peut la construire dans n'importe quelle juridiction. Puis nos celluliers, ils font ça en ce moment. Ils se promènent d'une juridiction à l'autre. Toi, tu me donnes combien? Toi, tu me donnes combien pour mon bloc avec mes équipements? Mais en ce moment, il y a beaucoup trop d'usines à batterie qui est en construction en Amérique du Nord pour la capacité des projets miniers à subvenir à tous leurs besoins. Fait qu'en 18 mois, ils vont construire finalement des hangars à équipement qui n'aura pas de matière première qui va rentrer à un moment donné. Fait que oui, on peut continuer d'attirer des celluliers qui vont venir construire en 18 mois des usines qui ont besoin de mines qui prennent 10 ans à construire. Puis le downstream, ça prend à peu près 3 ans à construire. Nous autres, on est à peu près à 30 mois, 33 mois de construction pour la portion de deuxième transformation. Mais il faut s'assurer qu'on inverse un peu la pyramide, qu'on commence puis en ce moment, tous les capitaux vont dans la construction de cellules et de véhicules électriques, mais il faut absolument investir davantage dans les mines et dans la transformation si on veut pas que ces investissements-là soient inutiles, puis aussi qu'on ait fait de fausses promesses un peu à la population, puis on continue finalement d'importer plein de matières premières de d'autres continents pour subvenir aux besoins. Fait que oui, je suis en faveur d'avoir un cellulier au Québec, mais pas trop, parce que pas trop vite. Et on manque d'êtres humains, puis on manque aussi de matières premières. Fait qu'il faut financer ces projets-là pour s'assurer qu'on produit quelque chose, puis qu'on s'insère dans l'économie nord-américaine dans son ensemble. Tu sais. Oui, puis clairement, qu'ils vont vouloir se rapprocher de la matière première. Pour eux, c'est une logique qui va de soi, puis on le sent très bien avec Bécancour notamment. Là, le pôle qui est après se développer là, c'est attractif. De notre côté, avec Sayona, comme je le mentionnais tout à l'heure, depuis mars dernier, on a lancé la production du concentré de spodumène de lithium qui était dans les budgets prévu. Donc, en 1 an et demi, on a relancé une opération qui avait fait faillite des Chinois à plusieurs reprises. Bon, différentes mesures de contexte, marché, expertise, etc. Donc, on a démontré au marché qu'on avait cette capacité-là de le faire. Puis, le prochain step, c'est que dans la boîte verte, dans l'usine qui est à La Corne, en Abitibi-Témiscamingue, entre Amos et Val-d'Or, il y avait une partie que les Chinois y avaient développée pour faire du carbonate de lithium.
Donc, il y a déjà une section qui est dédiée à la deuxième transformation, qui avait, construit à 50%, là, puis qui ont laissé tomber. Donc, nous, avec cette partie-là qui est là, on est présentement en PFS. Donc, on est présentement en PFS pour faire une préfaisabilité, pour relancer la deuxième transformation, pour faire du carbonate de lithium directement sur le site de la Corne, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, puis quand on a fait l'acquisition en septembre 2021, c'était notre volonté auprès du gouvernement d'apporter cette valeur-là ajoutée, puisqu'on comprenait très bien la trajectoire, la vision du Québec de vouloir développer une expertise puis d'avoir une reconnaissance au niveau d'un hub de batterie dans son ensemble. Donc, nous, on avait pris cet engagement-là de se dire, parfait, dans la boîte, il y a déjà des infrastructures, c'est win-win de racheter ça, on relance une préfaisabilité, puis espérer en 2026 prendre notre concentré en Abitibi-Témiscamingue, donc le lithium d'ici, quand on a fait une marque de commerce. Le lithium d'ici qui est transformé, qui est extrait de la roche, qui est transformé également localement en Abitibi-Témiscamingue et qui va servir après ça, bien, aux futurs celluliers, on l'espère, qui vont pouvoir transformer le lithium d'ici localement, puis s'ensuit les autres maillons de la chaîne. Si je permets une balle courbe vers Cindy, fait que tous vos rêves d'ambition en ce moment d'expansion, ça représente combien de véhicules électriques, grosso modo? Bon an, mal an, on avait chiffré 60 millions. Non. Avec toutes nos ressources. Wow. L'ensemble de nos ressources. OK. L'ensemble de nos ressources. Mes revenus, mais... Non, mais c'est pas grave. puisque juste on détient, ça y en a 35% de la ressource de lithium en Amérique du Nord. Donc, calcul scientifique là, qui était fait. Bon, est-ce que c'est avec la grosse batterie, là, exemple de la Mercedes qui est à 300 000, peut-être pas. Elle doit avoir été calculée peut-être sur la batterie de la Kona, là, mais bon, peu importe. Donc, ça représente quand même une importance de capacité à livrer avec l'ensemble de notre ressource, qui est après justement se développer avec nos deux pôles. Là. 60 millions sur la durée de vie du projet. OK, c'est bon, c'est correct. Les deux pôles. Ça serait bien. Pas chaque année, non, c'est ça. Non, quand même. Parce que là, ça prendrait peut-être plus qu'une coupe de celluliers. Ouais. Parfait. Dans la construction des nouvelles industries, des chaînes de valeur, souvent, les startups et les petites entreprises jouent un rôle très important parce que c'est eux souvent le moteur de l'innovation. Mais vous aussi, vous avez commencé petit aussi. Et Cindy, je sais que tu es une passionnée de l'écosystème des petites entreprises qui viennent ensemble pour construire une nouvelle industrie. Pourrais-tu nous raconter un petit peu là-dessus? Oui, absolument. Je parlais plutôt de cette capacité-là d'influencer puis de mettre les gens ensemble. Clairement, tu sais, puis on le voit, hein, tu sais, on a des pôles en aéronautique, on a des pôles justement aussi en création de jeux vidéo. Il y a différents écosystèmes qui se mobilisent. Puis pour ça, ben il y a plein de jeunes talents, des entreprises qui sont outside de l'industrie minière, mais qui ont toute une valeur ajoutée parce que bon, sont bons, exemple, je sais pas moi, en réalité virtuelle, en 3D, ou peu importe. Puis, avec la tendance de l'industrie minière d'aller un peu plus vers les technologies, vers l'automatisation, ben on a besoin de ces jeunes créatifs-là qui amènent un regard complètement de champ gauche, qui nous fait voir différemment les choses autrement. Puis, il y a des organisations comme, pour ne pas le nommer, MISA, Mine Innovation Solutions Applications, qui vient amener dans une démarche structurante l'émaillage entre des startups qui ne connaissent rien à l'industrie minière, qui leur présentent l'écosystème, puis avec l'industrie minière, qui vient favoriser ce merge-là. Donc, avec une connaissance des objectifs puis du milieu, puis avec également la connaissance de l'application qu'une jeune start-up pourrait développer, là, il y a un arrimage clairement qui peut se définir, qui vient encore une fois, comme je le mentionnais, accélérer le développement de la technologie, l'automatisation, etc. de l'industrie. Ouais, start-up, effectivement, on était petit, je pense qu'on est encore petit, mais on est rendu 130. C'est quand même bon, 130. Fait qu'on a atteint une masse critique de 1 à 130. Où que mon rôle serait défini. Au début, il fallait le choix sur le site de forage en 2012. Puis maintenant, quand on voit que les 35 ingénieurs, les 10 PhD, puis toutes les dizaines d'employés qui servent à supporter nos opérations, il faut s'assurer que le train s'en va dans la bonne direction. Fait que c'est un peu plus ça mon rôle maintenant, mais les startups, c'est essentiel. On s'est rendu compte au party de Noël
Notre entreprise, tu sais, c'est compliqué, hein? Je parlais d'une infinité de complexité. On a chacun des baccalauréats en génie au Québec. On a un représentant dans l'entreprise sur les 35 ingénieurs parce qu'il faut partir du minier, il y a de l'électrique, il y a du mécanique, il y a de la métallurgie, il y a de tout, il y a de l'électrochimie. C'est assez complexe, mais c'est passionnant. Ce qui fait que les gens viennent travailler chez nous, c'est justement cette complexité-là, ce défi-là qui est au-delà au-delà du potentiel de chacun des individus. Fait qu'il faut créer cette entreprise-là. Puis moi, j'adore le rugby. Fait que je fais tout le temps mes gros speeches de rugby. Rugby, c'est pas le football américain, là. C'est pas tout planifié, là, puis avec des règlements puis tout. C'est du chaos organisé, puis c'est de l'effort de chacun des individus qui a son expertise qui vient contribuer au bon moment. Fait que c'est vraiment passionnant de faire ça. Puis je pense que c'est la passion qu'il y a chez nous qui permet à tous ces nouveaux ingénieurs-là, moi je devrais pas dire ça, moi, on vient aller chercher un excellent talent chez une grande entreprise présente dans la salle que je vais pas nommer, mais qu'on est très fiers pour diriger notre construction de projet à Bécancour. Puis moi, je me dis, ben, voyons, il lâche un emploi super haut placé dans une grande entreprise. Il vient chez nous pour développer quelque chose, peut-être pour taper la trail lui-même, tu sais. Le plus, c'est de taper la trail en avant après une tempête de neige, c'est plus difficile, mais un coup que tout le monde passe en arrière puis tout ça, ben, il faut pas se tromper de chemin, là, parce qu'il faut recommencer, mais c'est passionnant de développer une nouvelle entreprise dans un nouveau secteur que, clairement, toute la communauté a réellement besoin parce que c'est le sentiment d'urgence aussi pour notre planète. Mais c'est intéressant, Éric, ce que tu mentionnes, parce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, quand tout le monde s'arrache les talents, c'est de voir la facilité. Puis à 130, c'est quand même pas rien, là. Nous aussi, on frôle peut-être un peu plus 200, là. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir pourquoi. Tu sais, exemple, ton jeune homme, là, qui vient d'arriver, là. Pourquoi? Il a décidé de quitter pour aller dans un projet d'avenir avec Nouveau Monde, au même titre que d'un projet d'avenir comme Sayona. C'est intéressant de les questionner, puis parce que, bon, tu sais, un opérateur minier qui soit opérateur minier dans un open pit, peu importe, ou un opérateur minier dans un autre open pit, je veux dire, c'est le même travail, OK? Similairement, les mêmes conditions salariales, mêmes conditions d'emploi, etc. Mais qu'est-ce qui fait que profondément, il a décidé de quitter une aventure pour embarquer dans une autre aventure, disons-le, en émergence, donc c'est intéressant de poser la question à ces gens-là. Puis on le fait, puis je suis certaine que tu le fais aussi, Éric, tu sais, puis Je peux te la poser à toi aussi. Oui, je peux me la poser à moi, clairement aussi, parce que ça fait, j'ai quand même quitté, mais, tu sais, souvent, ben, c'est la transition énergétique, c'est de faire partie de quelque chose, tu sais. Donc ça, c'est intéressant d'entendre ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On parlait de talent et notamment, c'est la prochaine question. La pérennité de main-d'œuvre, important, on en a parlé beaucoup. C'est quoi le rôle des universités ici au Québec et ailleurs, en fait, mais on en a quand même des bonnes ici dans le développement de ces talents et des compétences spécifiques pour l'électrification de la mobilité, de votre point de vue. Je sais pas, Cindy, si tu veux commencer. Ben oui, clairement, les besoins de main-d'œuvre sont importants. Je crois qu'il faut s'allier avec les universités, notamment on travaille beaucoup avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puisque notre pôle un peu plus actif est dans ce coin-là. Faut pas oublier non plus la valeur ajoutée de l'Institut national des mines du Québec, ok, dont eux, son rôle, c'est de recommander les prochains types de formations pour venir répondre aux besoins de l'industrie minière dans le temps. Donc, c'est important de voir un peu en amont, puis avec, tu sais, la deuxième qui s'en vient, l'expertise, etc., les technologies que, tu sais, c'est davantage des techniciens qu'on va avoir de besoin que des opérateurs manuels, bien que ça va en prendre encore, mais il y a différentes formations qui n'existent pas encore, puis des rôles comme l'INMQ, l'Institut national des mines du Québec, peut vraiment favoriser puis encourager à développer ces programmes-là, à différents maillons, là, les CFP, etc., etc. Ben, je dirais le premier volet de la question, qui est le volet universitaire R&D. On avait juste avant que Philippe Ouzillot de McGill, que je salue, qui était le modérateur du panel précédent. Donc Philippe qui était à McGill depuis quelques années, qui est un excellent exemple de il y a 5 ans, il y avait très peu de travaux qui se faisaient sur le graphite matériel d'anode au Québec. Maintenant, on est rendu à peu près une quinzaine de collaborations, dont celle avec Philippe, Université McGill, mais à peu près chaque université a une expertise qui est importante pour nous, mais c'est à nous, comme industriels, d'aller les voir,
puis de montrer c'est quoi nos besoins, puis comment qu'on peut améliorer notre productivité, notre empreinte carbone et réduire nos coûts. C'est réellement les trois. Je veux pas inventer un nouveau produit. Là. Les clients savent exactement ce qu'ils veulent acheter. Il faut juste faire repeat de manière constante et réduire les coûts et l'empreinte environnementale. Fait que maintenant, on a une quinzaine de collaborations avec des universitaires qui ont compris nos besoins, qui ont adapté leur expertise pour nous aider. Puis nos systèmes d'R&D au Canada et au Québec sont exceptionnels parce qu'ils n'ont pas le choix de faire ça un peu pour aller chercher les subventions. Il faut arrimer les industriels et les universités, puis ça fonctionne très bien, ce volet-là, chez nous. C'est juste notre travail comme industriel de s'assurer que les travaux qui sont faits sont très utiles à nos opérations. Ça, c'est de un, mais je suis 100% d'accord avec Cindy. On en a des ingénieurs au Québec, ça va très bien au niveau ingénierie, au niveau cadre, on a aucun problème de recrutement. Bah, ça prend 3 mois recruter quelqu'un, mais c'est normal. Mais au niveau technicien puis au niveau manufacturing, le manufacturier, si on veut partir puis manufacturer tout ici au lieu de le faire en Chine, comme je disais, on a un gros besoin de former de la main-d'œuvre qui, avec fierté, va aller faire des programmes de DEP, avec fierté, va aller faire des programmes techniques qui vont comprendre la productivité dans une usine. On a une initiative qu'on vient de débuter il y a 2 semaines. J'ai eu la bonne ou mauvaise idée, on verra, d'aller faire un chiffre comme opérateur dans l'usine un lundi matin. Fait que j'étais arrivé à 7 heures sur le quart de travail. On m'a assigné un opérateur ange gardien, puis je l'ai suivi toute la journée à faire des travaux manuels. Fait que je me suis dit, on est 130, mais on a juste 30 opérateurs, puis on a 100 personnes qui développent le projet. Fait que là, on vient soudainement de trouver 1 ou 2 journées, parce que là, c'est obligatoire pour chacun de nos cadres d'aller faire 1 journée par année dans une usine comme opérateur. Fait que soudainement, on vient d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée, on verra, mais qui va répondre à un besoin qu'on a dans nos usines de démonstration, mais surtout de répondre aux besoins d'entourer nos opérateurs, nos techniciens, ceux qui sont au cœur des usines. C'est eux qui fait le vrai travail, là. Puis je peux vous dire, notre chef des opérations est allé la semaine dernière, puis il a eu le même feeling que moi. Là. On est comme stressé en rentrant dans l'usine avec la boîte à lunch. C'est stressant, de travailler dans les usines. Ça a été un peu trop négligé dans les 30 dernières années. L'importance des ouvriers, puis des techniciens, puis des gens qui sont sur le plancher pour faire aller les usines. Absolument. Fait que ça, je pense on va voir, c'est une bonne initiative, mais je pense que les gens, c'est important. Oui, absolument. On parlait des universités, mais l'importance des frontline workers, comme on les appelle, c'est très, très important. On arrive bientôt à la fin, mais j'ai deux petites questions à suivre. On parlait de la nécessité d'augmenter le niveau d'accès à des matières premières. Et c'est clair que peut-être, par exemple, en lithium, à partir de 2027, on pourrait déjà avoir des lacunes, en fait, où on n'a pas assez de matières premières pour la demande des véhicules électriques, et c'est pareil dans plusieurs matériaux. Une des questions, c'est quoi le rôle de la circularité, du recyclage là-dedans? Ça pourrait peut-être contribuer à fermer cette lacune. Peut-être pas. J'aimerais avoir ton perspective, Eric, après Cindy, sur ce sujet-là. Un jour, oui, mais il y a 1 milliard de véhicules en ce moment à remplacer sur la planète environ. Le parc automobile, c'est environ 1 milliard. Puis on est loin à chaque année de vendre plus de véhicules électriques que de véhicules à combustion actuellement. Fait que si on regarde les quantités de véhicules qui vont être disponibles pour le recyclage, les quantités de batteries disponibles pour le recyclage, ça peut pas nous permettre d'accélérer la transition énergétique. Il faut absolument avoir beaucoup de mines et énormément de projets miniers pour électrifier le milliard de véhicules pour qu'un jour on puisse recycler une fraction de ce milliard-là qui est significative pour avoir un impact. Fait que nous, dans le graphite, les projets de recyclage sont pas nécessairement construits pour recycler le graphite, qui a une valeur moins importante que les minéraux de cathode. Fait que souvent, il y a une opportunité pour nous qu'on évalue. On travaille à peu près avec 5 recycleurs de batteries différents pour comprendre le feedstock qui va venir après qu'il ait extrait tous les matériaux qui ont de la valeur pour eux, de comprendre le résiduel de masse noire, black mass, 80-90% riche en graphite, mais avec plein d'autres trucs. On est totalement conscient que c'est notre responsabilité de recycler ce matériel-là un jour parce qu'il n'y a pas d'autres entreprises qui vont investir des milliards de dollars en infrastructure de purification de graphite pour être en mesure de réutiliser ce matériel-là. Fait qu'un jour, l'ambition serait de être en mesure d'intégrer 1, 2, 3, 4, 5, maximum 10% de matériel recyclé
un coup qu'on va avoir démontré qu'on est capable de faire un excellent produit avec ce matériel recyclé-là. Fait qu'on a une ambition de réduire la durée de vie de notre mine, d'augmenter la durée de vie de la mine dans le futur, mais on est loin technologiquement, puis au niveau commercialement pour que ça vaille la peine d'être une priorité en 2023. Je rejoins 100% les propos de Éric. Dans notre cas, on veut vraiment accélérer la découverte de nouvelles ressources. On a un projet qui est une grande campagne de forage à Mont-Blanc, assez importante, pour découvrir des nouvelles ressources. Et ce projet-là est avec la SOQUEM, notamment 40% Investissement Québec, 60% Sayona. Donc, on est vraiment en train de regarder quelles sont les autres opportunités pour développer la ressource, pour venir soutenir la filière, mais clairement en parallèle, dans nos ambitions, c'est de voir comment, dans le temps, on pourrait, avec des partenaires, sans que Sayona soit un opérateur de ça, mais comment avec des partenaires, on peut être peut-être une partie prenante pour venir recirculer la matière première dans la chaîne, puis de la remettre dans une chaîne d'approvisionnement en ayant à la fois du lithium un peu plus pur, si je peux me permettre, là, puis du lithium recyclé ensemble pour faire un blend intéressant. Puis éventuellement, les nouvelles technologies aussi là, des fabricants de batteries puis des véhicules automobiles vont avoir peut-être besoin d'un peu moins de power ou de teneur ou donc ça va permettre de venir faciliter puis accélérer ça également. Bon, il nous reste 2 minutes, alors j'aimerais finir peut-être avec une note un peu plus personnelle. C'est quoi votre motivation personnelle qui vous amène sur cette voie de l'électrification de la mobilité, Éric? Depuis 12 ans, c'est quoi la motivation personnelle? Il faut des fois se le demander à chaque année. Non, sans blague, c'est captivant. Je ferais quoi d'autre? Je ferais quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre de plus intéressant que faire ce qu'on fait quand on voit les employés qui viennent travailler chez nous pour un petit peu changer le monde ou redéfinir la façon que le monde va être dans le futur. Il n'y a rien de plus passionnant. On se pose jamais de questions sur qu'est-ce qu'on fait ce matin. Ça vient tout seul. Il y a du travail en masse, puis on le sait qu'on va être occupé pour au moins encore une dizaine d'années à établir il y a rien de répétitif, hein. Chaque année, mon travail est redéfini, fait que c'est super captivant, super intéressant. Puis la fierté à chaque année d'amener mes enfants à Noël à Saint-Michel-des-Saints, qui regardent le projet qui évolue, c'est le fun. Il y a rien de mieux. Oui, puis clairement, Éric, tu es là depuis 12 ans. Là, c'est quand même à tous les jours, ça doit être une nouvelle aventure. Moi, pour être là depuis peu au niveau de l'électrification des transports, jour 1, avant même de signer mon contrat, j'avais déjà commandé mon véhicule électrique. Parce que je me suis dit, je peux pas ne pas me rendre dans les communautés d'accueil sans walk the talk. Donc j'ai investi pour un véhicule électrique justement pour me familiariser aussi avec ce nouveau monde-là. Jeu de mots. Ah, c'est voilà. Excellent. Tu me donneras mon 10. Donc, avec cet écosystème-là. Mais clairement, tu sais, ce qu'on est après bâtir ici, puis même je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle, si vous avez un intérêt à entendre ce panel-là, c'est qu'on est après bâtir, co-créer quelque chose qui va être durable dans le temps. Donc c'est ça vraiment en tout cas, d'un point de vue moi personnellement là qui fait en sorte que quand je me lève le matin puis le pourquoi je mets autant d'énergie, c'est plus qu'une contribution personnelle, c'est plus que l'organisation. Je suis certaine pour toi aussi, Éric, c'est l'apport dans laquelle, à travers nos actions de tous les jours, on puisse laisser un héritage durable pour le Québec, une nouvelle économie, les communautés, puisque au-delà de la vie de la mine, qu'est-ce qu'on laisse? Quelles sont les activités jour après jour qu'on peut laisser pour les communautés, nos employés, la fourniture locale? Comment qu'on peut maximiser puis renforcer la capacité de l'ensemble de ces gens-là à travers nos activités? Puisqu'il faut penser qu'à un moment donné, une vie de mine, si on trouve plus de ressources, mais il y a plus rien. Donc, c'est de penser tout le temps un peu plus loin. Le why. Peut-être une phrase, je sais qu'on n'a plus de temps, mais tantôt je disais les Chinois sont 1 point quelques milliards pour faire tout ce travail-là. On est juste 8 millions. Fait que c'est un gros défi pour 8 millions de personnes de faire ce que 1 point quelques milliards faisait pour nous avant. Hein. Mais ça veut dire qu'on est juste 8 millions à se partager la tarte de réussite aussi. Fait qu'on va avoir énormément de richesses créées si chacun d'entre nous contribue puis on arrive au succès. On n'a pas partagé ça avec des milliards. Fait que c'est bien. C'est positif, plus que tantôt. C'est ça. Excellent. Mais merci, Éric et Cindy, d'avoir partagé vos perspectives fortement intéressantes. Je vous remercie.